Donc, bienvenue dans le monde magnifique de la voile. Hein. Nous allons apprendre toute une série de vocabulaire, de mots de vocabulaire que vous avez peut-être déjà entendu, mais on va mettre un petit peu des schémas là-dessus. Alors, j'ai retrouvé dans le cours des Glénans, dont on donnera la référence évidemment par email. J'ai retrouvé dans le cours des Glénans, qui est un peu la Bible au niveau de la voile, quelques schémas qui sont intéressants, dont je vais m'inspirer principalement. Et donc, j'ai pris quelques notes pour essayer de structurer ça. Donc, la coque, ce que j'ai besoin de noter et de vous indiquer où c'est la coque. Hein, donc, c'est toute la partie qui touche l'eau. Hein. Il n'y a parfois pas que cette partie-là qui touche l'eau, mais voilà. Donc, il y a le safran à l'arrière qui permet de diriger le bateau. Il y a la dérive, que vous connaissez. Certains la connaissent plus que d'autres. Hein. Certains la voient plus souvent que d'autres. Et la baume, qui est généralement très copine avec les têtes et qui le devient de moins en moins avec le temps. Mais c'est aussi une partie importante qu'on apprend à connaître. Et le mât. Je vais déjà m'arrêter là au niveau de la coque, parce que ça c'est déjà les éléments essentiels que l'on voit sur le bateau. Au niveau des voiles, la grand voile, évidemment. Donc, il y a souvent, ou en tout cas généralement, une grand voile sur un bateau. La voile à l'avant, c'est le phoque ou le génois. Alors, ça dépend si le phoque... donc, le phoque s'attache non pas en tête de mât, mais pas à mi-hauteur non plus, mais à peu près à 2/3 de la hauteur du mât. Donc, dans ce cas-là, ça s'appelle un phoque. Un génois, par contre, il vient s'attacher vraiment en tête de mât. D'accord? Donc, ça, c'est la principale différence entre un phoque et un génois. Et sur la photo, le spi n'est pas représenté, mais il y a le spi, donc c'est une voile que l'on met principalement aux allures portantes, donc lorsque le vent vient principalement de l'arrière, donc de l'arrière du bateau. Spi qui peut être soit symétrique, soit asymétrique, donc ça dépend de la forme qu'il va prendre, et ça, on reviendra dessus après. Voilà, ça c'est globalement pour ceux qui ne le savaient pas, donc c'est ce qu'on appelle un voilier. Alors, C'est parce qu'il y a des voiles. oui, c'est ça, il y a des voiles, il y a des voiles et tout, oui. Ah, Alors, ça va pas aller. il y a plusieurs choses. Je vais passer d'une page à l'autre, mais voilà le bateau vu du dessus. Alors, je suis désolé pour la qualité du scan ou la qualité de la photo, mais le livre est fait comme ça. Ils ont tout imprimé sur du papier à cigarette, donc c'est impossible de scanner ça ou de faire une photo un peu propre. Et donc, vous retrouvez la coque du bateau, vous retrouvez le mât, évidemment, vous retrouvez la baume, vous retrouvez le safran, et vous retrouvez sur cette photo-ci le spi qui est représenté devant, avec un appendice que l'on connaît sur les 420 et sur les 470, mais que l'on ne connaît pas en tant que tel sur les wagons. C'est le tangon. Donc, c'est en fait une sorte, est-ce qu'on peut appeler ça une baume pour le spi c'est ce qui permet en tout cas d'écarter le spi de l'axe du bateau pour lui permettre de prendre le vent. Donc il se met souvent, enfin il se met dans la prolongation du mât, de la baume, pardon, je vais y arriver. C'est dans la prolongation de la baume. On voit la dérive évidemment au milieu et on voit toute une série d'écoutes. Donc les écoutes, ce sont les cordages qui servent à régler les voiles. Donc il y a une écoute pour la grand voile qui s'appelle l'écoute de grand voile. On a une écoute pour le phoque qui s'appelle, enfin deux écoutes pour le phoque qui s'appellent les écoutes de phoque. Hein, parce qu'on a une écoute bâbord, une écoute tribord. Et deux écoutes pour le spi, une écoute bâbord, une écoute tribord. L'opposé étant ce qu'on appelle le bras de spi. Donc le spi étant une voile assez mobile qui va vraiment tourner autour du mât, qui va passer du côté gauche au côté droit. On va avoir un côté qui sera l'écoute, qui va être réglé exactement comme l'écoute d'un phoque ou d'une grand voile, et l'autre qui va être un réglage et que l'on appelle le bras de spi. Alors,
au niveau du mât, donc je vais repasser sur l'autre image. Au niveau du mât, le mât, il est tenu avec des haubans. Donc les haubans, ce sont les câbles qui sont attachés sur le côté du mât et en partie supérieure du mât et qui vont revenir jusque sur la coque à hauteur des cadènes. Donc c'est ça qui va permettre de maintenir le mât sur le bateau en combinaison avec l'étai. Donc l'étai, c'est le câble qui vient de l'étrave du bateau, donc de l'avant du bateau. C'est le petit numéro 26 là, que vous voyez sur l'écran. Donc l'étrave, c'est généralement la première partie qui percute le quai, qui percute le mur, qui percute le ponton. C'est surtout pour toi, François, qui vient d'avoir, qui a un bateau flambant neuf. Généralement, c'est cette partie-là qui va toucher en premier. Donc le mât, il est soutenu par l'étai, il est soutenu par les deux haubans bâbord et haubans tribord, qui sont des câbles qui vont être sous tension assez importante. Et ces haubans sont écartés de l'axe du mât par des barres de flèche, ce qu'on appelle des barres de flèche. Donc c'est ce que vous avez déjà pu voir sur les mâts des Vagos, sur les mâts des 470, sur les mâts des 420. Donc c'est ce qui permet de pousser aussi le mât un petit peu vers l'avant et qui permet de ne pas avoir un mât qui est parfaitement droit. Il y a aussi des câbles supplémentaires qui ne sont pas là pour soutenir le mât, mais qui vont être très utiles quand on va avoir beaucoup de vent et qu'on va devoir faire contrepoids. On en a parlé la semaine dernière de faire contrepoids et de contrebalancer les forces de poussée vélique et augmenter la gravité avec notre poids à l'opposé. Ce sont des câbles de trapèze qui sont des câbles qui sont également attachés à hauteur des haubans et qui permettent en fait de s'attacher, de se suspendre comme on le fait avec un harnais quand on fait de l'escalade. Donc c'est à peu près le même principe. Donc il y a un élastique qui permet d'être mobile et le câble qui nous relie en tête de mât ou quasi en tête de mât pour avoir plus de puissance et pour avoir plus de couple de rappel. Pour revenir sur les voiles, donc vous avez ici un petit dessin schématique de la voile avec trois points en fait. Il faut juste retenir qu'une voile a toujours 3 points. Il y a le point par lequel on va hisser la voile, et on va hisser la voile avec une drisse, donc ça va tout simplement s'appeler le point de drisse. Donc c'est le point auquel on attache la drisse. C'est généralement le point le plus haut au niveau de la voile, évidemment, parce que on va hisser la voile jusqu'en haut du mât. Il y a un deuxième point qui est un deuxième point fixe, qui est le point d'amure. Donc le point d'amure, c'est à l'opposé du point de drisse. Et le troisième point, c'est ce qu'on appelle le point d'écoute. Alors pourquoi point d'écoute? Parce que c'est là où on va fixer l'écoute et c'est grâce à ce point-là que l'on va pouvoir régler la voile. Donc retenez que sur une voile, il y a 3 points, parce qu'une voile, c'est un triangle. Et donc sur une voile, il y a 3 points, le point de drisse, le point d'amure et le point d'écoute. Donc vous avez ça pour le phoque ou pour le génois, vous avez ça pour la grand voile et vous avez ça pour le ski. D'accord? Tout le monde suit toujours? J'ai perdu personne? Je prends un petit peu d'eau parce que... Alors, dans les réglages, donc, là on commence à rentrer dans le détail. Hein. Donc, on a vu le phoque ici, on le voit aussi pour la grand voile. Donc pour la grand voile, là-bas en haut, on a exactement la même chose. On a le point de drisse. En bas, on va avoir le point d'amure, ici, vraiment sur la baume. Et de l'autre côté, le point d'écoute. Dans le cas de la grand voile, l'écoute n'est pas directement reliée au point d'écoute. Elle est reliée via la baume, mais c'est exactement le même principe. D'accord? Donc ça s'appelle exactement de la même manière. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez déjà certainement vu
un petit cordage, un petit palan ici, qu'on appelle le halba, et qui s'appelle dans le cadre des wagons un pouce-bas, parce qu'en fait, c'est une barre métallique qui est mise au-dessus. Et en fait, je vais couper mon micro 2 secondes parce que j'ai mal à la gorge. Si j'y arrive. Un verre de rhum de Dafalgan. Le verre de rhum, ça c'est bon. Dafalgan, on verra après. Donc, au niveau des réglages, donc les voiles peuvent être réglées, évidemment. Toutes les voiles peuvent être réglées de manière plus ou moins fine par la drisse, parce qu'il faut il faut hisser les voiles. On peut le régler évidemment avec l'écoute, ça c'est le réglage principal. Mais on a aussi la possibilité de régler le point d'écoute. Donc ce qu'on appelle, je vais repasser sur l'autre. Donc si je repasse sur ce schéma-ci, donc on a la baume, si ça fonctionne, ouais. On a la baume ici, avec le point d'écoute qui est là-bas au bout. Et on peut régler la tension de la voile le long de la baume grâce à ce qu'on appelle le réglage de bordure. Nous, on l'appelle la bordure, les Français l'appellent la bosse d'empointure. C'est un peu bizarre, mais personne n'a jamais entendu parler de la bosse d'empointure, mais c'est le terme correct. Autre réglage, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est le halba. Donc le halba, c'est cette poulie, ce système de poulie de démultiplication qui va permettre de tirer la baume vers le bas et d'éviter que la baume ne remonte. Parce que sous l'effet du vent, la baume va avoir tendance à remonter. Et tout simplement, la voile se gonfler. Hein, donc c'est pour ça que la baume va remonter. Et donc, le halba va permettre d'empêcher à la baume de remonter et de créer un réglage et une modification de la forme de la voile. Ça, on verra ça plus tard. Sur les wagons, c'est un pouce bas. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un palan qui tire vers le bas, mais c'est un tube métallique qui pousse la baume vers le bas, tout simplement. C'est exactement le même principe. C'est juste plus pratique d'avoir quelque chose au-dessus de la baume que de l'avoir en dessous. Bon, voilà. Et alors, on a sur les 420 et sur les 470, au pied du mât, on a ce qu'on appelle un étarqueur, qui peut être un étarqueur de grand voile ou un étarqueur de phoque, mais principalement un étarqueur de phoque. J'arrive. Donc l'étarqueur de phoque, en fait, permet de tendre plus ou moins fort le phoque et de remplacer l'étai, parce que vous avez déjà vu que sur les wagons, par exemple, on a des étais provisoires et que sur les 420, on a des étais qui sont fixes et qui sont plus du tout sous tension une fois que le phoque est sous tension. Donc, on va étarquer le phoque avec ce réglage-là, avec une poulie très fortement démultipliée, un système de poulie très fortement démultiplié, qui permet de mettre sous tension l'ensemble du gréement. Donc, le gréement, c'est l'ensemble du mât, des voiles, des câbles, des haubans, du étai, et de faire le réglage. Qu'est-ce que j'oublie? Tu as dit l'ensemble du gréement, c'est ça que tu as dit? Oui, l'ensemble du gréement. Je ne sais pas s'il est marqué. Et le gréement, tu as dit c'était la voile et tout le tout, en fait. Le mât, les haubans, les voiles, enfin, c'est tout ce qui est, tout ce qui permet au bateau d'avancer. Jérôme, tu m'arrêtes, tu racontes des conneries. Parce que là, je t'entends pas beaucoup, donc je raconte pas trop. Et des règles générales pour les réglages, quand on a beaucoup de vent, on tire fort, et quand on a peu de vent, on laisse du mou, ou c'est plus compliqué que ça ou... De manière générale,
plus tu vas avoir du vent, plus tu vas essayer d'avoir des voiles qui sont moins puissantes. Et pour qu'elles soient moins puissantes, il faut qu'elles soient plus plates. Plus elles vont être gonflées, plus elles vont être puissantes parce qu'elles ont beaucoup de forme. Et donc, c'est le principe de l'aile d'avion, hein, finalement. Ben, plus ta voile va être creusée, plus potentiellement elle va avoir de la force et elle va te permettre d'avancer. Donc, plus tu vas avoir du vent, plus tes voiles vont être plates. Ok, merci. Donc pour ça, pour bien aplatir tes voiles, tu vas tirer sur ton halbar, vu que lui va vraiment tirer ta voile au niveau de ton point d'écoute. Il va rabaisser ton point d'écoute pour abaisser ta voile. Tu vas aussi étarquer ta bordure. Par contre, le Cunningham, dont on n'a pas parlé, lui, tu ne vas pas le tendre trop parce qu'il risque de plier ton mât et donc de créer du creux dans ta voile. Ok. Donc, Seb, tu peux nous faire un petit dessin du mât qui se plie? Du mât qui se plie. Tu veux que je plie ma feuille et que je scanne ma feuille, c'est ça? Oh, c'est une option. Bah, ça, à la limite, tout ce qui est réglage, on pourra voir ça après. Hein. Ici, on est plutôt dans la nomenclature, donc c'est pour ça que je ne rentrais pas trop dans les détails. Mais le Cunningham n'est pas représenté ici. Il y a juste le point d'amure, mais il n'y a pas de réglage au niveau du point. Enfin, ici, il ne montre pas qu'il y a un réglage au niveau du point d'amure. Le Cunningham, en fait, c'est un réglage qui permet de tendre la voile le long du mât. Pourquoi tu n'en as pas parlé avant? Pourquoi j'en ai pas parlé? Ouais. Parce que c'était pas représenté. Donc, parce que j'ai oublié aussi, hein. Ça arrive, hein. Voilà pour la nomenclature. Bon, après, les lattes forcées, les goussets de lattes, les tétières de lattes, machin. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller autant dans le détail aujourd'hui, mais ça fait quand même pas mal de termes. Donc ces deux pages-là, moi je vais les mettre, on va les envoyer par mail, comme ça vous aurez tout ça. Donc la semaine prochaine, on vous renvoie le même schéma, on enlève les noms et vous remplissez les numéros, quoi. Il y a un examen? Merde alors. Ah ouais, attends, c'est pas déconner non Fais vite plus. une Hein. capture, fais vite une capture. Ça va pour ça?